frustrant. Je vous cache pas que c'est frustrant. Parce que on tombe une fois de plus sur un beau potentiel gâché autour d'un concept qui aurait pu être vraiment bon et que vous avez totalement atténué, vous avez démoli avec votre approche gamine de la mentalité des personnages. C'est pas la première fois et ça, c'est saoulant quand ça arrive. J'en ai déjà parlé à quelques reprises, mais voilà. Ce qui se passe, c'est que on fait un léger bond dans le temps, et quand je dis léger, c'est vraiment très peu de temps après l'épisode final de la saison précédente, où c'est l'après-coup de la disparition d'Angela. Alors, on n'ose pas dire de façon claire qu'elle est morte, ce qui laisse penser qu'il y a peut-être un moyen de la ramener. C'est pas impossible qu'on trouve une excuse d'ici un certain temps pour ramener Angela, ça me surprendrait pas. Alors, en tout cas, voilà quoi, il y a cette disparition qui est censée affecter Cynthia, mais tout le monde va faire comme si c'était pas si grave, comme si c'était pas vraiment un sujet dont il fallait parler. Et sur le principe, c'est très bon, j'ai beaucoup d'estime pour cette approche où on prend vraiment le temps de s'appuyer, de se centrer sur l'après-coup d'un drame comme ça, même si cette tragédie m'a pas particulièrement touché sur le coup. Se pencher sur l'après-coup, je trouve ça très sympathique, très intéressant à faire. Le problème, je pense que si vous avez le même état d'esprit que moi, vous le verrez si je vous résume la première minute. Alors ça commence sur un plan où on voit Cynthia avec son nouveau look de future reine, qui l'a fait moins passer pour une gamine de 12-13 ans physiquement, c'est déjà pas mal. Et la première grande décision qu'on la voit faire sous un faux ton sérieux, c'est le choix du gâteau. Je dis, ah, qu'est-ce que tu vas choisir? Celui-là! Et c'est un gâteau. Et tout le monde se marre juste après. Et la scène suivante, on a Cynthia qui discute un petit peu de son futur rôle avec ses deux amis derrière elle, et elle se dit, ah, future reine, ça va sonner bizarre, et c'est là que Flèche d'Or met son petit grain de sel. La reine Cynthia. La reine Cynthia. Ta gueule! Vraiment ta gueule, mec! C'est quoi cette considération-là? Alors, je comprends tout à fait le principe de vouloir éviter le sujet de la mère d'Angela et qui pourrait lui faire mal. Seulement, le problème, c'est qu'il faut bien se rendre compte que c'est impossible de l'éviter. Elle va se faire couronner reine, elle va remplacer sa mère qui vient de disparaître. Évidemment qu'elle ne pense qu'à ça, évidemment que c'est un sujet qui est dans sa tête. On ne peut pas espérer lui faire penser à autre chose. Et pourtant, c'est ce que Flèche d'Or et Adora essayent de faire. Et comme des glandus. C'est pas les seuls d'ailleurs, hein, je vais en parler un petit peu, mais ouais, vous pouvez pas faire ça et vous pouvez clairement pas le faire avec ce ton de merde que vous choisissez. Parce que c'est un ton de merde. C'est tout aussi insultant que dans l'épisode de la saison 1, je me souviens plus du placement, le 9 ou 10, je sais plus, enfin bref, c'est celui où je me suis vraiment énervé. C'est le même principe, la première moitié de cet épisode, c'était énervant à un certain degré particulier, hein, particulier. Donc, vous pouvez pas lui faire penser à autre chose dans ces circonstances-là. C'est pas comme si vous fêtiez, vous célébriez autre chose qui a un rapport vraiment lointain avec Angela. C'est un rapport direct avec Angela. Elle ne peut penser qu'à elle. Faut vraiment être un débile profond pour ne pas s'en rendre compte. Mais apparemment, la plupart de nos personnages principaux sont des débiles profonds. Donc, ok, hein, ils vont essayer de se la jouer léger. On s'amuse un petit peu. Allez, pense-y pas trop. Dès lors que Sorcier qui prépare un peu les festivités et qui fait un petit peu sa faux folle, elle aussi, ah, regardez comme je m'occupe de tout. Ah, j'en fais des caisses, ah, c'est drôle. Dès lors qu'elle évoque un tout petit peu le sujet d'Angela, paf, ils essayent de passer à un autre sujet de façon pas du tout subtile. Ah, ici on parlait d'autre chose. Ah tiens, c'est drôle ça. Ce genre de choses. C'est d'une mise en scène affligeante qui essaye de tabler sur cette espèce de ton humoristique qu'on se force à avoir. Et c'est insultant. Je trouve ça particulièrement insultant avec le thème que vous essayez d'aborder. Parce que moi je veux bien que nos personnages soient stupides au point de vouloir éviter le sujet. Et encore, c'est pas stupide de vouloir éviter le sujet, peut-être parce qu'on a peur, peut-être parce qu'on veut éviter le truc. Ok, moi je veux bien comprendre que vos personnages cherchent à éviter le sujet. Mais il y a une façon de le faire. Il y a une façon beaucoup plus sérieuse, beaucoup moins gaguesque de le faire, et c'est exactement ce que vous faites. Vous partez sur du gaguesque et je vous emmerde. Je vous emmerde. Les deux tiers de cet épisode, je vous emmerde.
Et toute l'organisation de la cérémonie, ça va être ce genre de délire stupide où Cynthia saura pas trop quoi faire, elle donnera des mauvaises directions. À un moment donné, lorsqu'on lui demandera à qui devrait se charger des fleurs, elle se dit Sirena, alors qu'il y a Jasmine juste à côté qui est beaucoup plus taillée pour ça, hein, c'est sûr. Donc ça mène des quiproquos, des petites disputes. Glacia, qui est toujours la grosse gamine qui n'y connaît absolument rien en protocole, alors que dans la saison 1, elle était beaucoup plus sérieuse que ça une fois de plus, donc allez vous faire enculer aussi une fois de plus pour ça, qui essaye de jouer les videuses et qui fait n'importe quoi comme une grosse gamine, qui t'étonne de trucs de préparation qui se passent pas super bien, c'est un peu le bordel, ha 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 ho ho ho, et c'est insultant. C'est totalement insultant avec le thème que vous essayez de faire passer. Totalement. Et donc voilà, les 2 tiers de l'épisode comme ça, où c'est des gros délires, à un moment donné c'est le gros bordel, on aura un petit peu marre de cette espèce de chaos, Cynthia, donc elle dira aux autres de la fermer, puis il y aura un grand blanc, et c'est après que ça commencera un tout petit peu à se calmer, à être un petit peu moins délire. Et il faut qu'ils attendent ça, que Cynthia se dise arrêtez, qu'elle montre que ça agace pour qu'ils essayent de prendre les choses un petit peu au sérieux, que Glacia arrête d'être conne, que Sirena arrête de se la péter, c'est moi qui l'a choisi, je fais tout à ma manière et je m'en fous de ce que tu me dis Jasmine, ce genre de truc. Faut qu'elle commence à montrer que ce genre de comportement gaguesque l'exaspère un peu pour que nos personnages se disent tiens, on va essayer de traiter ça sérieusement. C'est super, c'est vraiment super. Hein. C'est ce genre de choses qui fait que j'en ai rien à foutre de ces personnages. C'est à chaque fois comme ça qu'ils doivent traiter les situations. Mais bon, une fois qu'on a passé ces conneries-là, ça va, c'est bien le dernier tiers là-dessus. Il y a un passage dont je vais pas parler rapidement parce qu'on donne pas de détails là-dessus, mais à un moment donné, Adora croise Tenebra qui est maintenant considérée comme une invitée. Il donne pas plus d'indications, mais bon, maintenant elle est plus enchaînée, elle est plus enfermée, ce qui est logique, hein, puisqu'elle a grandement aidé dans la mission de sauvetage précédente. J'imagine qu'on reviendra un petit peu sur son lien avec Adora, il y a toujours une animosité entre elles, c'est logique, donc ça peut être très intéressant. Et surtout, une fois que on évite de faire des conneries basiques et qu'on se centre vraiment sur ce que ressent Cynthia lors d'une espèce de pseudo-quête qu'elle doit faire pour être totalement nommée reine, une sorte de cérémonie à la con, histoire d'eux, où elle doit dompter une espèce de créature dans un couloir qu'elle doit suivre avec une lanterne, je des détails à la con comme ça. Elle finit un peu par craquer face à Adora et Flèche d'Or qui essayent d'être un peu légers et d'éviter le sujet, en disant ok, tout le monde fait comme si ma mère n'avait pas été là, alors que ce que je suis en train de faire, ça me rappelle constamment elle, j'ai même pas osé reprendre mes pouvoirs parce que ça voudrait dire totalement prendre les pouvoirs de la pierre de lune, dont ceux de ma mère, et accepter qu'elle est plus là. J'arrive plus à faire ça, et c'est assez touchant lorsqu'elle finit par se lâcher devant ses amis en disant qu'elle a peur pour la suite, alors que Adora et Flèche d'Or s'excusent d'avoir évité le sujet alors qu'elle voulait l'aborder. Et oui, c'est un moment très joli. Une fois qu'on se décide enfin à prendre ça au sérieux, c'est joli. Après coup, elle finit donc par reprendre du poil de la bête, être un petit peu plus sérieuse, plus courageuse sur son rôle. Elle finit donc sa petite quête cérémoniale. Pour le petit drame bonus, il y a un petit message vidéo laissé par sa mère pour la prochaine génération, donc pour sa fille. Elle était présente pour ça, elle te dit je te fais confiance pour la suite, et ça la touche pour être vraiment ferme et vraiment diriger le pays comme il se doit en faisant un grand discours. Ma mère s'est sacrifiée pour protéger le coin, on va se battre, continuer, parce que Hordak est toujours là, il y a ces hordes qui risquent de nous tomber dessus, qui sont bien plus grandes, nous ne lâcherons pas, nous fêtons le jour de notre indépendance, ouais, voilà. Ça se termine là-dessus, et ouais, les 5 dernières minutes c'est bien. Les 13 premières, pas trop, quoi, hein, pas trop, c'est un petit peu gavant les 13 premières minutes, et je suis pas sûr que ça se compense tant que ça. Ce qui parvient à finalement compenser un peu ça et rendre cet épisode moyen et pas juste mauvais, parce que vraiment, une fois de plus, le début
insultant, horripilant, c'est le petit bonus sur ce qui se passe au Rocher de la Peur, où on revient un petit peu sur nos méchants et l'après-coup de cet effondrement, pas entier. Ça s'est effondré, mais la structure est toujours là. Et il y a Catra qui demande un petit peu à Hordak de préparer ses troupes à se battre contre Bright Moon maintenant que la reine n'est plus là. Je ne sais pas comment exactement ils ont eu vent de ça. J'imagine qu'il y a toujours des espions, robots espions qui en ont parlé, ou de la nouvelle a circulé. C'est un détail, hein, j'aurais pas été contre qu'on explique un petit peu comment ils ont eu vent de ça dans leur situation. Mais bon, voilà, maintenant que la reine n'est plus là, on pourrait peut-être faire quelque chose, mais Hordak se dit non, laisse-moi, on s'en fout, de toute façon mes troupes viennent. Et il y a Hordak qui la blâme un petit peu de ce qui s'est passé alors qu'elle la ramène sur le tapis Entrapta, et Hordak ne veut plus entendre parler de ce nom-là parce qu'il est stupide. Il croit vraiment encore que c'est de la faute d'Entrapta parce que Catra lui a dit rapidement comme ça. Catra, en qui il fait pas totalement confiance une fois de plus de base. Donc, enfin bref. Le problème avec Entrapta, avec la situation d'Entrapta, c'est que vous la forcez. Et étant donné que Scorpia n'a pas assez de tripes pour vraiment contredire Catra en disant si on était peut-être un petit peu trop sévère envers Entrapta, on pourrait peut-être faire quelque chose, et Catra dit non, elle nous a trahis, lui fais pas confiance, tu suis mes ordres et tu la fermes. Vraiment, elle est au stade, plus rien à foutre, maintenant je pose mes griffes de façon claire et directe, et c'est moi qui commande, j'en ai plus rien à foutre de tout le monde comme d'hab, et je trouve vraiment qu'elle fait une très bonne méchante salope. Non mais vraiment, c'est une grande méchante sadique qui ose aller jusqu'au bout de ses ambitions mégalomanes maintenant, et en voyant que Hordak est faible de ce qui s'est passé, elle en profite pour faire un petit putsch et prendre le pouvoir, carrément, en s'attaquant à lui, en profitant de sa faiblesse, en montrant qu'elle a totalement le dessus physiquement, et en lui disant, ok, tu sais quoi, tes troupes viennent peut-être, mais c'est pas impossible qu'ils t'en veuillent si t'as rien branlé en attendant. Donc on va faire en sorte qu'ils t'aient à la bonne et qu'on ait conquis le coin le temps qu'ils arrivent, Ok, et Hordak, qui est dépassé par ça, se sent un peu obligé de la suivre, même s'il l'apprécie pas. Et j'avoue que ce moment était assez glacial, très, très bien fichu. Donc voilà, ça parvient à rattraper le coup. Ces 2 minutes passées à la Horde, ça passait très bien. Par contre, ouais, c'était beaucoup trop discutable la partie principale sur Bright Moon, qui de base promettait tellement plus, mais si votre ton de merde me saoule, vraiment, votre ton de merde me saoule, vous n'êtes pas obligé de partir à ce point dans le petit délire gaguesque. À chaque fois que vous sentez que vous en avez un petit peu l'occasion, ce serait cool d'éviter ça, vraiment. Et c'est franchement dommage, parce que j'aurais pu adorer cet épisode. Mais tel quel, je ne peux pas passer outre tout ce qui m'a énervé dans un gros morceau de cet épisode, ce qui fait que le bien compense ça de justesse. Moyen pour moi. C'est dommage. Mais bon, en espérant que cette nouvelle situation soit propice à de nouvelles circonstances intéressantes, puisque maintenant Angela n'est plus là et que Cynthia fera la même chose, seulement elle se disputera plus avec sa mère. Donc ça va pas faire un grand changement au bout du compte, mais peut-être que ça changera quelque chose. Et puis elle a un nouveau look, ça change. On verra par la suite. À bientôt pour l'épisode 2 de cette saison 4. Bye.